Bienvenue, mesdames, messieurs. 30 ans sont passés. Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout. Que même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été. L'école s'est dégradée. La santé, n'en parlons plus. Les infrastructures minimum, le confort de vie, l'eau, l'électricité manquent à la plupart de nos concitoyens. Fin de citation. Ce fut un véritable pavé dans la mare, ces propos du chef d'État béninois, Patrice Talon, relançant de plus belle le débat au sujet du rapport supposé existant ou non entre démocratie et développement. La démocratie au Bénin suffit-elle à elle seule à induire le développement attendu de tout un peuple? Faut-il la réinventer ou carrément s'en passer afin d'aller une fois pour toutes au développement? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions qui taraudent bien des esprits et qui seront soumis à l'analyse, aux réflexions de nos invités du jour. Tous des universitaires. Ce sera autour du thème « Le régime démocratique, l'obstacle majeur au développement du Bénin ». Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Dr Albert Roloncourt. Il est professeur agrégé d'économie. Docteur Albert Roloncourt, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, collègue à vous, on peut le dire, universitaire, il est aussi Nathanaël Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur en sciences politiques au niveau de l'université d'Avoy-Calavia. Donc, oui, confrère au docteur Roloncourt. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour cher René, le professeur Roloncourt. Bonjour. Et merci d'être là en notre compagnie ce matin. 30 ans après la conférence des forces vives de la nation ayant conduit le Bénin à rompre avec le marxisme-léninisme pour le renouveau démocratique, où en est le Bénin du point de vue de son développement? Pas d'avancée qualitative, répond l'actuel locataire du palais de la Marina. Les Béninois manquent de tout. Depuis, mesdames, messieurs, toute une série de réactions à cette déclaration, les Béninois qui manqueraient de tout. Un constat plus ou moins patent. Je vais me retourner d'abord vers les universités avant d'aller au fond du sujet. Pourquoi, quand on dit que les Béninois manquent de tout, ça suscite tant de réactions? Oui, bon, moi je serais un peu plus mitigé. Ok. Je ne peux pas dire que les Béninois manquent de tout, parce que tel qu'on était en 90 et on a fait la conférence nationale jusqu'à maintenant, on a quand même progressé. J'ai fait un petit exercice et j'ai vu que, bon, de 2001 à 2019, par exemple, notre PIB global a augmenté de 130%. Mais en même temps, il y a notre population qui a augmenté de près de 80%, ce qui a fait que on a une amélioration du bien-être par tête qui tourne autour de 45%, ce qui n'est pas mal par rapport au départ, c'est-à-dire en 89 par exemple, où on avait un taux de décroissance du PIB, on avait moins 2,85%. Mais après ça, quand on a eu la conférence nationale et qu'on est rentré dans des régimes démocratiques, on n'a plus jamais eu une croissance négative. Donc on peut dire que ça marche. Maintenant, ça marche, mais ça ne marche pas peut-être au pas que nous voulons. C'est-à-dire pour avoir l'amélioration du bien-être que nous voulons. C'est en cela qu'il faut commencer par chercher comment on peut faire pour accélérer le développement en fait. Okay. Sinon, on se développe d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comment on peut faire pour accélérer ce développement? Okay. Qui mieux, mesdames, messieurs, que les universitaires pour aider les pays, nos États à mieux se porter? En tout cas, c'est la raison d'être d'ailleurs de les inviter sur ce plateau pour nous aider à comprendre ce qu'il y a lieu de faire pour aider au décollage réel du Bénin. La préoccupation, en tout cas, elle est partagée par tous, du plus petit au plus grand. Oui, Nathanaël Kitty, le Bénin ne manque-t-il pas vraiment de tout? Bon, il faut nuancer, comme le dit votre vis-à-vis. Oui, je m'inscris dans cette logique que le Bénin ne manque pas de tout, parce que nous avons fait des expériences de 1960 à ce jour, et les expériences ont montré des progrès sur certains points et de recul sur d'autres. Déjà à partir de 60, nous avons hérité du libéralisme économique jusqu'aux années 70, à partir du socialisme scientifique, du marxisme-léninisme comme idéologie. Et au début des années 70,
nous avons atteint l'autonomie en matière budgétaire avec la guerre de Biafra qui a boosté l'économie béninoise. Et lorsque nous nous sommes engagés dans le socialisme scientifique dans les années 74, 75 et jusqu'en 89, nous avons dégringolé. Et puis depuis 90, nous avons renoué avec le libéralisme économique et nous sommes en train de faire de petits pas de croissance. C'est vrai que quand on observe de manière globale, on constate que dans certains domaines, il y a d'insuffisance, il y a beaucoup encore à faire, et dans d'autres, il y a de très bons qui ont été faits. Ok, de très bons pas ailleurs ont été faits, mais à des niveaux donnés, il y a des insuffisances. Donc forcément, il faut faire des ajustements. Alors je vais vous demander, professeur Lonkou, l'option du Bénin depuis 90, c'est celui du régime démocratique. Et une version qui semble basique, mais partagée par tous, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est bien cela. Alors, pensez-vous qu'à l'heure du bilan, parce qu'on y est, c'est une option qu'il faut continuer par conserver? Oui, on dit généralement tout ce que vous faites sans moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon intérêt, en fait. Et la démocratie, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire la participation du citoyen aux prises de décision, soit par représentation, c'est-à-dire les leaders des représentants qui prennent des décisions en son nom, ou soit directement, c'est-à-dire on veut faire une réforme, on veut faire quelque chose, on le consulte pour lui demander est-ce que ce qu'on veut faire, c'est bien. Ou alors on veut changer la règle fondamentale ou l'ensemble des règles fondamentales qui le gouvernent, la Constitution par exemple, et on le consulte pour dire nous qui vivons ensemble, est-ce qu'on pense qu'on peut changer les règles dans ce sens? Donc je crois que cette définition basique est toujours d'actualité. Et c'est pourquoi moi je dis généralement le concept de développement, il faut savoir ce qu'on appelle développement. Ah bon? Oui, parce que si nous ne savons pas ce que nous voulons comme développement, on ira dans tous les sens. Moi je dis le développement, peut-être en allant dans le sens d'un économiste célèbre qu'on appelle Amartya Sen, n'est pas fait seulement du bien-être matériel. C'est-à-dire, je trouve à manger, je trouve de l'argent pour avoir un certain niveau d'éducation, ou bien j'ai la santé. Ça ne suffit pas. Il faut quoi en plus? Il faut aussi la liberté civile et la liberté politique. Parce que vous imaginez, on dit le Bénin, un pays de miel où tout le monde peut manger, etc. Mais vous allez voir que les Béninois ne seront pas quand même contents. Parce qu'ils ne peuvent pas s'associer comme ils veulent. Ils ne peuvent pas élire et destituer, contrôler leurs dirigeants comme ils veulent. Donc, si c'est comme ça, ils ne seront pas à l'aise. Donc, quand on parle de liberté civile comme politique, ça fait partie intégrante de la du développement. Et de deux, ils ne viennent pas handicaper le développement. Non, bon, c'est vrai que quand vous prenez les liens entre les différents composants du développement, j'ai dit, il y a le bien-être matériel, est-ce qu'on trouve à manger, à se loger ou à se vêtir, est-ce qu'on trouve tout ça. Mais après ça, on se dit, est-ce qu'on a une bonne éducation, est-ce qu'on a un capital humain qui est à un bon niveau. Et après ça, on dit, bon, est-ce qu'on est en bonne santé. Lorsqu'on prend ces trois éléments et qu'on n'ajoute pas les libertés, ça pose un problème. Et les libertés peuvent agir, en tout cas rétroagir en retour sur ces éléments-là. C'est-à-dire, dans un pays où on n'est pas libre, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les citoyens ont bien les moyens, mais ils auront la force de se révolter contre le système. Et on a eu des exemples dans l'histoire. Vous pouvez nous donner quelques-uns? Vous prenez deux pays, par exemple, la Libye, où les gens, matériellement, il n'y avait pas de problème. Ils ont pu transformer le désert en pré, c'est-à-dire ils ont pu verdir le désert. Ils ont fait tout ça, mais il suffit que certains, une partie de la population dit « je ne suis pas d'accord ». Ceux qui sont là, nous devons avoir le droit de les élire, de les destituer quand nous ne voulons pas. Et puis, ils ont les moyens de s'associer à l'extérieur, d'importer des armes, et puis ça a détruit le système. Vous voyez, un pays comme la Tunisie, par exemple, dans les statistiques internationales, les gens citaient la Tunisie, les gens faisaient tout.
Sous Ben Ali. Oui, sous Ben Ali. Mais vous voyez ce qui s'est passé là-bas. Et quand vous voyez un pays qui est à côté, qui est un modèle monarchique, mais qui a su se réformer pour devenir pratiquement une démocratie, le Maroc par exemple, on n'a pas eu la même chose. On n'a pas eu la même, ils ont continué à se développer. Donc c'est exactement ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez dire sans la démocratie, on a le bien-être matériel, mais après, le système risque de se fondrer complètement. Vous décrivez la démocratie comme une écharpe dont on ne peut se défaire. Non, on ne peut pas se défaire. Si franchement. La démocratie fait de liberté d'expression, de liberté de s'associer, de liberté de lire ses dirigeants, de les contrôler et de les destituer. Ça, c'est normal. C'est comme, vous imaginez, quand vous êtes à la maison et puis un voleur vient dans votre maison. Il vole ce que vous avez. Il a fait par voie de force. Oui. Ce n'est pas parce que vous lui avez donné ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui est à la tête d'un État et qui vous dirige et que vous n'avez pas le droit d'élire, de contrôler et de destituer comme vous voulez, c'est comme un voleur que vous avez à la tête qui est un big man, un grand, qui a pu vous dominer avec son système. Et ça n'a pas de sens. Je crois que c'est dans cela qu'il faut voir que la démocratie elle-même est une composante du développement et on ne peut pas dissocier cela. Maintenant, quand on parle de la démocratie comme un ensemble de règles formelles, là, on rentre un peu dans la dictature de la loi. Si les gens ne respectent pas les lois, il faut les punir, il faut faire un certain nombre de choses parce que nous ne pouvons pas vivre dans l'anarchie, dans le désordre. Mais la démocratie, c'est quand vous définissez les libertés et les contraintes ensemble et que chacun respecte. Et si quelqu'un ne respecte pas, quelles sont les donc démocratie et développement, chers téléspectateurs, pas des concepts vraiment antinomiques. Nathanaël Kitty, c'est bien cela. On va y aller. Oui, c'est bien cela. Lorsque vous regardez, vous allez constater qu'il y a des pays qui se sont développés dans la démocratie. Les États-Unis, la révolution industrielle en Europe, c'est pendant la démocratie en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, quand on parle de la Grande-Bretagne, on cite comme l'une des vieilles démocraties. Le développement en France et dans d'autres pays européens, c'est avec la démocratie. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on dit souvent que c'est l'exception qui confirme la règle. Vous avez quelques exceptions dans le monde où il y a aussi le développement, mais un développement qu'on va mettre entre griffes quand on tient compte de la définition que le professeur Loncourt vient de donner tout à l'heure, qui est la définition des grands économistes du monde, Amartya Sen. Vous prenez le cas de la Chine. On cite la Chine aujourd'hui parmi les pays développés. Mais lorsque vous prenez le système politique chinois, vous allez voir que c'est le communisme qui limite l'accès aux libertés publiques qui font partie de la sève de la démocratie. Or, malheureusement, en Chine, ces libertés sont très, très contrôlées. Et lorsque vous sortez de la Chine, vous allez en Turquie, avec Erdogan, il y a aussi cette exception. Vous venez en Afrique, on cite de plus en plus le Rwanda, où vous avez l'autoritarisme démocratique. Donc, à partir de ces exceptions, certaines personnes estiment qu'on peut faire le développement sans la démocratie ou bien avec une démocratie tropicalisée ou adaptée aux réalités locales. Or, dans la réalité, quand nous prenons le cas du Bénin, je vous l'ai dit dans ma prise de parole que nous avions fait des expériences qui ont montré que nous avons connu de succès et de recul. Mais vous voyez, à partir de 90, nous avons décidé d'aller à la démocratie et ça fait 30 ans déjà que nous sommes dans la démocratie avec les remises en cause qui ont commencé en 2019 et le système est solide. De 1990 à 2016 jusqu'en 2019, le système politique est resté stable. Il n'y a pas eu de remise
en cause. Et lorsque vous prenez même le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, est-ce qu'il faut continuer à se référer à cette Constitution? Oui, c'est très important. Même quand elle a été révisée, le préambule n'a pas été touché. Lorsque vous prenez le préambule, vous lisez dedans que nous nous sommes engagés dans la démocratie, dans le libéralisme économique comme condition pour un bien-être physique, psychique et mental. Et cela rejoint ce que le professeur Roncourt a dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le bien-être matériel pour conclure qu'on est développé, mais il faut accompagner des libertés publiques. C'est clair, le Bénin a fait un choix, trop tôt, un choix, juste là, on peut le dire, assumé. Mais il y a un hic qui semble être partagé par tous, et que le premier magistrat, l'actuel locataire du palais de la Marina, a relevé. Et là-dessus, les avis semblent bien partagés. Vous avez parlé de bien-être physique, psychique, moral et ce qui va avec. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est en manque de quand même beaucoup de choses. Pourquoi ça ne traîne pas? Vous avez parlé de développement, à petits pas, voilà. Pourquoi ça piétine ce développement, professeur Roncourt? Oui, je crois que votre question est extrêmement importante parce que si nous ne nous entendons pas sur les causes, c'est-à-dire les solutions que nous allons préconiser ne vont pas être toujours les bonnes solutions. Okay. Par exemple, si nous disons que ça traîne parce qu'il y a trop de démocratie, automatiquement, c'est-à-dire que s'il y a trop de démocratie, il faut diminuer la démocratie pour pouvoir avoir le développement. Ouais. Donc, je crois que certains pensent cela, qu'on a eu une démocratie, mais qui est pratiquement devenue comme une anarchie. Maintenant, si les choses sont relâchées et qu'on sent comme un désordre, maintenant, on ne se demande pas à qui cela est dû. On pense que c'est peut-être la population et que cette population-là, il faut aller faire des réformes au niveau de cette population pour pouvoir diminuer un peu sa liberté. Moi, je ne suis pas d'accord. Okay. Là où il faut faire le diagnostic, globalement, c'est de dire que les institutions que nous avons mises en place depuis 1990, oui. Comment ces institutions-là ont fonctionné pour que la population ne soit pas, ne s'accommode pas complètement avec la démocratie. Ok, faisons le point. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire, depuis 1990, notre constitution, la constitution de 1990, a institué sept institutions. Quand vous les citez, il y a l'exécutif, d'accord, oui. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a l'Assemblée nationale, il y a la Cour suprême, il y a la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, il y a la Haute Cour de justice, il y a le Conseil économique et social. Et quand vous voyez le budget peut-être de 2018-2019, ce sont des institutions qui nous coûtent annuellement près de 50 milliards de francs CFA. Tout à fait. Donc ça veut dire que ces institutions-là doivent pouvoir travailler pour qu'on ait ce qu'on veut. Parce que donc notre développement, en somme, dépend du fonctionnement de ces institutions. Dépend absolument du fonctionnement de ces institutions. Donc, si on n'a pas la croissance qu'on veut, au lieu d'aller accuser la population à laquelle on demande seulement d'élire ses dirigeants, et le seul contrôle que la population a directement, c'est au niveau des élections. Mais après les élections, c'est le fonctionnement, en termes de fonctionnement, revient aux institutions qui doivent normalement fonctionner pour nous amener le développement matériel. Et même le développement en termes de liberté civile et liberté politique. Maintenant, si ces institutions fonctionnent mal ou ne jouent pas leur rôle, il ne faut pas aller accuser la population pour dire que c'est parce que vous avez eu trop de liberté que ça ne marche pas. Bon, faisons ensemble l'exercice. Mais avant de faire l'exercice, oui. Je vais retourner vers Nathéré Kiti. Oui, à l'heure du bilan, on y est. Et en absence de débat, c'est qu'on va droit dans le mur. Et le Bénin a juré ne plus aller dans le mur. Et paix à son âme, plaise au ciel, aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Alors, on fait le débat. Nathéré Kiti, à l'heure du bilan, votre vis-à-vis pense qu'il faut interpeller ces institutions du point de vue de leur fonctionnement. Si vous devez vous y attarder, d'abord, en termes de diagnostic, est-ce qu'il faut aller là? Oui, il faut aller là. Parce que quand vous prenez la Constitution, le chef de l'État est le chef de l'exécutif.
c'est lui qui forme le gouvernement. Et c'est lui qui détermine et conduit la politique de l'État. Et il élabore un budget qui lui donne les moyens pour pouvoir travailler. Donc, s'il doit avoir ce que nous appelons développement, et ça dépend de ce qu'on y met, le contenu qu'on y met, ce qu'on y donne comme définition, ça dépend du travail des institutions et surtout du pouvoir exécutif. Et vous avez le législateur qui est là, qui vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Donc, dans la Constitution, vous avez l'initiative des lois qui est donnée aussi bien au chef de l'État qu'aux députés à l'Assemblée nationale. C'est pour que le chef de l'État ne dise pas après qu'il avait été bloqué par l'Assemblée nationale, qu'il partage l'initiative des lois avec les députés. Donc, lorsqu'il introduit les lois, les députés l'étudient et votent. Les députés aussi peuvent prendre l'initiative. Et au-delà même de cet élément, on lui donne le pouvoir de faire adopter les lois par ordonnance. C'est-à-dire, dans toutes les hypothèses, lorsqu'il est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale, il peut débloquer la situation en faisant adopter les lois par ordonnance. Donc la Constitution donne tous les pouvoirs au chef de l'État pour pouvoir gouverner. Il faut alors partir et vérifier pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné de 1990 à ce jour, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et au-delà du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, vous avez le pouvoir judiciaire. Parce qu'il y a l'état de droit. Vous avez les cours et tribunaux qui sont là et qui doivent fonctionner normalement. Lorsque l'état de droit est solide, les investisseurs peuvent venir et investir dans le pays tout en espérant que lorsque leurs droits seront violés, ils auront une justice indépendante. Mais il se fait que ceux qui doivent accéder au pouvoir doivent venir des partis politiques. Parce que lorsque vous prenez la Constitution, vous avez les partis politiques qui animent la vie politique. Ce sont les partis politiques qui doivent produire les dirigeants, sélectionner les dirigeants. Mais il se fait que dans notre pays, lorsqu'on fait le diagnostic, on se rend compte aisément qu'à ce niveau-là, c'est le maillon faible. Et au-delà des partis politiques, vous avez les populations elles-mêmes, c'est-à-dire l'éducation civique. Les populations doivent être éduquées, sensibilisées pour intégrer les grands enjeux nationaux. Et à ce niveau, c'est le rôle non seulement du gouvernement, mais aussi des organisations de la société civile. Au-dessus de ça, vous avez l'éducation formelle. Il ne peut pas avoir de démocratie solide sans des citoyens bien éduqués, bien formés. Et en dehors de l'éducation, il y a les recherches scientifiques et technologiques qui doivent... Ah, bien sûr, c'est très important, qui doivent accompagner le gouvernement, le pouvoir exécutif. Le plateau est plus qu'achalandé, je parie qu'on va devoir revenir sur ce plateau pour poursuivre ce débat, mais on va y aller un peu de façon synthétique, en tentant de revenir plus amplement sur certains aspects. Je prends les institutions pêle-mêle, l'exécutif et le législatif. Qu'est-ce que vous avez bien envie de dire si vous devez apprécier le travail qui se fait à ce niveau? Oui, bon, tel que le législateur et le constitutionnaliste a conçu ces institutions, bon, quand on parle des institutions, c'est un ensemble de règles qui gouvernent une action collective. Bon, et pour pouvoir appliquer ces règles, on met en place une équipe, une organisation. Je crois quand on parle de la Cour constitutionnelle, par exemple, c'est pour gérer le fonctionnement des règles constitutionnelles, et surtout quand il y a de conflits entre les différentes institutions. Donc, quand ces institutions-là, on trouve leur pouvoir au niveau, à quatre niveaux à peu près, au niveau de la production des règles. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir quand on parle de la production des règles, il y a bien le législateur ou l'institution législative, mais il y a aussi l'exécutif qui le fait concurremment, parce qu'il y a des domaines donnés, il peut prendre des ordonnances, mais aussi
au niveau de l'application des décrets, des arrêtés, tout ça là, ça vient de l'exécutif. Donc, à partir de ce moment, l'exécutif a un pouvoir au niveau de la norme, en tout cas au niveau de la production des règles aussi. Maintenant, quand vous prenez une autre source de pouvoir, comment on a fait le personnel politique, qui choisit le personnel politique, là vous voyez que nommer les DG, nommer les membres de l'administration, ça revient au pouvoir politique. Voilà. Même si les institutions peuvent avoir quelques libertés, mais c'est toujours le pouvoir exécutif qui a le plus grand pouvoir. Et puis, l'arme la plus importante, c'est l'arme budgétaire. Celui qui gère le budget, celui qui construit et gère le budget, c'est l'exécutif. Mais il ne peut pas le faire sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Même son pouvoir d'ordonnance, ça lui permet de dire « Ah, vous ne vous entendez pas avec l'Assemblée nationale, vous pouvez prendre une ordonnance. » Mais l'ordonnance est tellement impopulaire que quand vous voyez dans notre histoire, c'est 2 fois ou plus qu'on a eu, l'exécutif a utilisé cet instrument-là. Et c'est ça qui fait que, quand vous prenez le budget, qui représente, par exemple, ce que le gouvernement veut faire en termes de politique économique, c'est là où vous voyez que la politique économique elle-même, elle est un résultat du processus politique. Parce que le gouvernement ne peut pas adopter le budget sans l'Assemblée nationale. Et quand le gouvernement exécute ce budget-là aussi, la Cour suprême, à travers la Chambre des comptes, on a créé la Cour des comptes maintenant, peut venir contrôler pour dire, mais est-ce que vous avez bien exécuté le budget ou pas? Donc, ce qui veut dire que c'est fondamentalement politique. Et c'est au niveau des institutions, non seulement qu'on peut contrôler quel est le budget que le pouvoir exécutif veut exécuter, mais en même temps, est-ce qu'il a bien exécuté? Alors, de est-ce qu'il n'y a pas eu de 90 à corruption? ce jour, avez-vous l'impression que, si on prend ces 2 institutions, que ça a vraiment fonctionné ou ça a évolué en dents de scie? Oui, c'est quoi l'état des lieux? Pour moi, cela a évolué en dents de scie. C'est-à-dire, on n'a pas toujours une assemblée qui connaît véritablement son rôle. Attention. Parce que, non. Je m'explique en donnant un exemple. Mm-hmm. Vous voyez par exemple au niveau de l'équilibre budgétaire, oui, où on dit si vous prévoyez des dépenses, il faut prévoir nécessairement des recettes. Tout à fait. Maintenant, l'Assemblée utilise ça généralement pour dire bon, c'est l'exécutif qui a fait, on ne peut pas toucher à des choses parce que on ne peut pas prévoir des recettes. Et c'est l'exécutif qui peut prévoir des recettes. Or, quand on dit A égale à B, il y a des restructurations qu'on peut faire à l'intérieur de A et toujours avoir A. Et il y a des restructurations qu'on peut faire à l'intérieur de B et toujours avoir B. Ou on peut diminuer les deux simultanément, ou on peut augmenter les deux simultanément. Donc, quand on parle d'équilibre budgétaire, il y a plusieurs manières de concevoir cet équilibre-là. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une assemblée suffisamment formée et technique pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'ils sont incultes, ce n'est pas mon propos. Mais mon propos ici, c'est de dire ils sont à ce niveau, et c'est pourquoi on prévoit d'ailleurs qu'ils aient des techniciens à côté pour pouvoir les éclairer. Par opposition au gouvernement, le gouvernement a beaucoup de techniciens qui peuvent l'aider à confectionner son budget, etc. Donc, quand vous voyez au niveau de la discussion budgétaire, par exemple, où l'Assemblée nationale est une partie fortement prenante, où effectivement on va faire du budget une arme de politique économique qui va résulter d'un processus politique. Quand vous voyez ça, par exemple, si l'Assemblée n'est pas suffisamment outillée, on n'a pas ce débat-là qu'on veut. Et je crois que ça peut faire que le gouvernement peut faire des choses qu'il n'aurait pas fait si on avait une Assemblée qui était vraiment au top, qui était vraiment à un niveau où la discussion est vraiment enrichie. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'Assemblée n'a pas souvent toutes les armes pour pouvoir discuter d'égal à égal avec le pouvoir exécutif. Et ça, c'est un gros problème, puisque le développement ne peut que venir de la politique économique, et la politique économique est implémentée à travers le budget. Donc si ce n'est pas très bien fait, donc ça pose problème. En somme, avant d'évoluer, il est urgent de voir quel type d'homme envoyer à l'Assemblée. Oui, plus ou moins. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut former les gens et qu'ils utilisent des techniciens qui leur expliquent un certain nombre de choses. Pas au bon vouloir du député. Parce que vous pouvez avoir un niveau trop élevé, mais vous n'êtes pas
vous n'avez pas la science infuse en Donc tout. vous n'êtes pas suffisamment outillé Non, pour... si vous êtes médecin, vous n'êtes pas économiste. Si vous êtes économiste, vous n'êtes pas ingénieur, Ok. donc ingénieur technicien ou mécanicien. Donc vous voyez, on a toujours des insuffisances. Mais c'est d'avoir des techniciens à côté qui puissent vous éclairer. Donc les cabinets sur beaucoup d'aspects. instaurés Oui. à l'occasion sont indispensables. Alors, oui, le fonctionnement de l'exécutif et de l'Assemblée, depuis cette fameuse conférence à ce jour, vous pensez que ça a, à un moment donné, battu un peu de l'aile? Bon, avant de le dire, Oui. je vais commencer par ce que vous venez de dire en faisant la synthèse de l'intervention du professeur en cours des cabinets. Oui. Il faut que ceux qui doivent être éclairés là aient aussi un bon niveau pour pouvoir comprendre ce qui leur sera dit ou bien ce qui leur est dit. Et c'est là où se trouve le problème dans notre pays. Non, vous affirmez donc que tout autour, On et n'a le pas constat toujours- est... on Ah n'a bon, pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce défi reste. ce défi est important, très important. Il faut un minimum de niveau. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'éducation, de la formation. Il faut un minimum de niveau pour pouvoir comprendre les enjeux. Vous voyez le chef de l'État qui est là, il a eu à faire l'expérience dans le secteur privé. Même s'il n'est pas agrégé, il n'est pas grand universitaire, il a fait l'expérience dans le secteur privé avant de venir là. Donc, il est formé par la pratique. Donc, on ne peut plus l'excuser par rapport à l'enjeu. Mais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ça. Vous connaissez les critères qui concourent au choix des députés dans notre pays. Il faut avoir l'espèce sonnante et trébuchante. Et dans ce cas-là, vous avez moins de cadres, moins d'intellectuels qui y vont. Donc, il faut travailler pour que les partis politiques sélectionnent les hommes capables de conduire le débat de développement. Donc si dans on notre tient au pays. développement, il faut tenir compte de ces aspects-là. C'est très important. Ok, ensuite, Quels sont ceux qui conduisent les réflexions en termes de recherche scientifique dans notre pays? Ce ne sont pas les universitaires. Ce sont les universitaires et vous connaissez leur niveau. Voilà. Donc, pourquoi ne pas en tenir compte dans la sélection des gouvernants? Il faut en tenir compte dans la sélection des gouvernants. Même si il ne faut pas avoir uniquement des gens de ce niveau-là, un minimum de niveau doit être exigé pour pouvoir comprendre et participer aux enjeux du développement. Pourquoi mettons alors l'accent sur l'éducation? Et lorsque vous allez voir l'histoire de la Corée du Sud, de la Chine, de tous ces pays dont on parle souvent comme pays développés, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont mis l'accent sur la formation, l'éducation, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Ce qui nous reste encore à faire. Revenant maintenant à votre préoccupation, c'est vrai, ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile parce que il y a un problème fondamental dans notre pays. Le plan national de développement. Le plan national de développement. ça ne manque pas, le professeur. Non, je pense que j'avais assisté à un atelier en 2018. Là, c'est disponible. C'est Voilà, disponible. qui a été élaboré. Mais là n'est pas le problème. C'est que, vous voyez, lorsque il y a un candidat, il élabore son projet de société. Est-ce que pour élaborer ces projets de société, il s'est inspiré du plan national de développement? Parce que le plan national de développement, c'est sur plusieurs années. Donc pendant longtemps, chacun est venu au pouvoir avec son projet de société qui s'écarte des études, souvent des études qui ont été faites au niveau national. Et c'est une fois parvenu au pouvoir maintenant qu'on découvre la réalité et qu'on essaye de colmater les brèches. Il y a cet élément qui est important. C'est-à-dire que lorsque les partis politiques veulent proposer des candidats aux fonctions de président de la République, les projets de société qui doivent être élaborés doivent s'inspirer de ces plans et programmes qui existent au niveau national, aussi bien élaborés au niveau national que élaborés par les bailleurs de fonds. Il y a cet élément, ce problème qui se pose dans notre pays. Maintenant, au-delà
de cela, vous voyez la conception que le chef de l'État lui-même a de ces questions-là. Rappelez-vous, Yahi Boni parlait de la dictature du développement. Rappelez-vous bien, Yahi Boni en a parlé, la dictature du développement. Voilà, Yahi Boni a parlé de démocratie Nescafé. Oui. Donc vous avez déjà une conception personnelle du chef de l'État d'alors des questions de démocratie et des questions de développement. Est-ce que la conception du chef de l'État ne doit pas rentrer dans le moule de l'État de droit élaboré, dans le moule élaboré par la Constitution? C'est ça la préoccupation, la deuxième préoccupation. Et vous voyez récemment l'entretien du chef de l'État, Patrice Talon, sur la question de démocratie et de développement qui s'écartent des principes et des valeurs de la démocratie. Donc, il y a cet élément-là qui est un élément important qui impacte la marche vers la démocratie. Mais cette question, cette préoccupation pour ma part, pour ma conception, se pose parce que les partis politiques dans notre pays ne produisent pas les dirigeants à ce niveau-là. Les partis politiques doivent produire les dirigeants à ce niveau-là, et les dirigeants qui sont produits ou bien qui doivent être produits doivent être ceux qui sont formés et bien formés sur les questions de démocratie. Donc, pour régler le problème, il faut travailler à ce niveau-là. C'est ma conception. C'est votre conception. Oui, oui, professeur Loncourt, le travail à faire au niveau de ces deux structures reste fondamentalement au niveau de ces balises que vous avez évoquées. Mais alors, qu'est-ce qu'il y aura en dehors de ces facteurs véritablement manqués quand on prend le parcours de 90 à aujourd'hui, parlant du rapport entre ces deux institutions? Oui, quand vous prenez, l'exécutif est super fort, est très fort, parce que, vous voyez, les armes dont j'ai parlé, la production des règles, l'affectation du personnel politique, le budget, qui a l'argent, quoi, et qui peut aider les autres institutions, et même le conseil. Quand vous prenez tout ça, vous voyez que l'exécutif est très fort par rapport aux autres institutions. Et que, si vous voulez que les rapports de force s'équilibrent, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit diminuer un peu le pouvoir de l'exécutif, ou bien augmenter le pouvoir de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que les réformes que nous sommes en train de faire ne vont pas généralement dans ce sens. Au contraire, on augmente encore le pouvoir de l'exécutif et on diminue encore le pouvoir de... Une parenthèse, dans ce sens-là, oui. L'actuel locataire du palais de la Marina s'était offusqué de cette superpuissance de l'exécutif et avait promis à apporter des ajustements. Qu'est-ce qui aurait pu... Bon, je sais pas. Ce qui n'a plus fait. Oui, ce qui n'a plus fait. Vous savez, qu'est-ce qui aurait pu se passer? En général, c'est pourquoi on dit quand on veut faire des réformes constitutionnelles, il faut rester derrière le voile de l'ignorance. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à cette place-là. Et puis, vous imaginez les deux positions que vous pouvez avoir. Vous dites, si j'étais de l'opposition, qu'est-ce qui va m'arranger? Maintenant, si je suis du pouvoir, qu'est-ce qui m'arrange? Maintenant, quelle décision je vais prendre de telle sorte que je sois de l'opposition ou de la mouvement, je ne sois pas frustré. C'est ce qu'il faut faire. Quand on est au pouvoir, on veut encore plus de pouvoir. Je crois que ce qui s'est passé avec l'exécutif actuel, pendant la nouvelle réforme constitutionnelle, on a dit ils peuvent aller emprunter de l'argent sans se référer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une manière d'augmenter le pouvoir de l'exécutif. Vous pensez que c'est vrai que jusque-là, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas ça, mais c'est quand même une âme que l'Assemblée a et qui contrecarre peut-être cet aspect d'ordonnance. Parce qu'un pouvoir politique peut prendre une ordonnance, par exemple, pour exécuter un budget, et l'Assemblée peut dire, bon, je ne vote pas les accords de prêt. Justement, puisqu'on parle de développement, démocratie, le fait de faire ça, ça veut dire qu'automatiquement, on a diminué le pouvoir. On a diminué le pouvoir, oui, c'est un fait. Mais est-ce que ça ne peut pas aider au développement? Non, moi, je ne sais pas, ce n'est pas utile. Si ce n'est pas qu'on veut avoir su. Bon, vous dites que ce n'est pas utile, lui dit non. En quoi cela ne peut pas aider au développement? Puisque on n'a vu pas le passé des députés qui, pour des intérêts personnels, bloquent carrément. Il y a un élément important. Lequel? Le contrôle
de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas fait seulement par les députés à l'Assemblée nationale. Il est aussi fait par les citoyens. Mais il se fait que déjà, on a réduit les libertés publiques. Et après la réduction de la jouissance des libertés publiques, de l'expression des libertés publiques, on arrache encore au pouvoir législatif le contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne l'autorisation que l'Assemblée nationale doit donner au chef de l'État pour ratifier les accords de prêt. Parce que le débat doit être fait d'abord à l'Assemblée nationale, voir ce à quoi le prêt va être servi avant d'autoriser. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant près de 10 ans. Donc, j'ai vu faire. Si on arrache ce pouvoir à l'Assemblée nationale, tel que c'est le cas aujourd'hui, c'est la porte ouverte à la mauvaise gouvernance parce que le chef de l'État peut aller faire le prêt et en fait ce qu'il veut. Et peut en faire ce qu'il veut. On dit après, il informe l'Assemblée nationale. Lorsqu'il informe l'Assemblée nationale, encore qu'aujourd'hui, vous avez une assemblée monocolore où tous ceux qui sont là-bas sont acquis à sa cause, qu'est-ce qu'ils pourront dire? Ils ne pourront rien dire. Donc c'est pourquoi il est important qu'on donne à l'Assemblée nationale le pouvoir d'autoriser le chef de l'État pour faire ses prêts. Urgence de revenir sur cette mesure, par exemple? Oui, par exemple, si on devait faire une réforme, c'est des choses sur lesquelles on pourrait revenir. Mais comme l'heure s'avance... Oui, il nous reste 3 minutes, ça, je vous informe. Je voudrais quand même parler d'une institution extrêmement importante. Laquelle? La HAC, par exemple, qui devait gérer... Pour le développement, la HAC joue un rôle important. Oui, devrait. Allez-y. Parce que c'est la HAC qui gère les relations entre la presse et les autres pouvoirs. On dit la presse c'est le quatrième pouvoir, mais quatrième pouvoir qui n'est pas institutionnalisé comme les autres pouvoirs. D'accord? À partir de ce moment, la HAC, c'est comme la Cour constitutionnelle qui gère les relations entre les médias, entre la presse et puis les autres pouvoirs. Ça devait fonctionner comme ça, avec un cadre bien défini. Mais on a l'impression que la HAC, puisque le gouvernement a le pouvoir de définition des règles, d'affectation du personnel politique, parce que c'est le président qui nomme le président de la HAC, et le pouvoir budgétaire aussi, automatiquement, on a l'impression que c'est une institution qui est beaucoup plus liée au pouvoir exécutif qu'à la presse. Or, la presse est extrêmement intéressante pour deux choses. Allez-y. Il y a ce qu'on appelle en économie le problème de sélection adverse. C'est-à-dire qu'au moment où on veut sélectionner le personnel politique, au moment où on veut faire certains investissements, c'est la presse qui peut crier pour dire « Ah non, ça là, c'est pas bien, telle personne, il a tel passé, on ne peut pas le nommer à tel poste, etc. » C'est eux qui doivent avoir les informations. Mais s'ils sont coincés, ils n'ont pas cette information, ou bien ils ne publient pas cette information, et ça ne permet pas de sélectionner le bon personnel politique. Deuxièmement, quand les gens sont au poste maintenant, ils n'agissent pas selon ce qu'ils avaient défini au départ. Parce que, mon collègue a dit tout à l'heure, si on a un plan national de développement, il faut qu'on puisse lire les programmes des candidats à travers ce plan. Maintenant, un candidat qui adopte ça artificiellement et qui arrive au pouvoir et qui n'exécute pas ce qu'il veut dire, c'est la presse qui doit critiquer maintenant pour dire « Ah, il avait promis ça, mais il ne fait pas. » Alors la presse, Missou Mouatso, un handicap pour le développement. Ne vous en faites pas, on va vers la fin. Vous serez obligé de revenir sur le plateau. Moi, je le promets, aux téléspectateurs, tout dépendra de votre disponibilité. Alors je dis, une presse, Missou Mouatso, un handicap au développement. Un grand handicap pour le développement. Vous concluez? Le professeur Olonkou l'a développé de long en large. Votre conclusion? Je souhaiterais que vous passiez ça plusieurs fois. Ok, chers téléspectateurs, je suis au regret. On va devoir arrêter nos techniciens là. Ne vous en faites pas, c'est promis, tout dépendra de leur disponibilité. Croyez-moi, s'ils ne donnent pas de disponibilité, je reviendrai sur ce plateau pour vous le dire qu'il n'y a pas eu l'émission qui doit accompagner celui-ci parce qu'ils ne se sont pas rendus disponibles. 100% Bénin, malheureusement, donc ça va être tout pour le numéro de ce jour. Demain, c'est un autre jour avec la disponibilité de nos invités. On y reviendra, pourquoi pas. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'un des philosophes politiques, dit-on, les plus éminents d'Afrique, le Nigérien. On ne le cite pas suffisamment assez. Claude Eike, je le cite, lorsque la gouvernance se démocratise de sorte que les gens deviennent en même temps ses agents, ses moyens et sa fin, à ce moment-là,
le développement se concrétise de lui-même. Prenez soin de vous et à très bientôt.